Donc, intelligence urbaine, c'est un sujet que on suit de près depuis maintenant plus de 13 ans. Dès le début, on avait, au cours des universités, essayé de voir ce que l'on pouvait faire pour le bâtiment et pour l'organisation de la ville afin d'accompagner la transition énergétique. Alors, c'est certes de la rénovation, mais c'est aussi peut-être une réorganisation de la vie dans la cité, en incluant quelquefois les problématiques, enfin pas quelquefois, mais en incluant aussi les problématiques et les réflexions sur les transports, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc cette notion d'intelligence urbaine, elle est vraiment au cœur des sujets qu'on adresse au sein de l'université E5T. Alors, maintenant, que peut apporter l'IA par rapport à cette intelligence urbaine? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la rénovation des bâtiments nécessite une vision à peu près. Enfin, on a une vision à peu près claire au niveau micro. C'est indispensable pour les problématiques de lutte contre la précarité énergétique, avec ses corollaires sur la santé, favorables à la santé. Les maires, plusieurs fois, sont venus nous parler de la nécessité de rénover un certain nombre de quartiers dans les communes dont ils s'occupent pour éviter ce qu'ils appelaient les dents creuses, c'est-à-dire des zones qui deviennent des zones de non-droit. Mais tout ça n'est possible que voilà, pour pouvoir intervenir avec intelligence et surtout rendre les choses possibles qu'avec un passage à l'échelle. Et c'est là où l'IA est vraiment fondamentale, puisque ça permet de cruncher de la data et de pouvoir sortir des solutions, baisser des coûts, mutualiser des approches. C'est ce que nous allons commencer à voir maintenant. Alors, il y a un intervenant qui, malheureusement, a fait faux bond parce que il s'est fait mal, hein, donc il ne pourra pas être là. Voilà. Il intervenait justement sur la data, sur comment la data peut venir aider à aider ceux qui apportent des solutions au sens de la promotion et donc de la construction pour pouvoir trouver des solutions les plus optimum et les plus efficientes d'un point de vue performance énergétique. Donc voilà, je pense que la présentation sera disponible sur le site, donc on pourra toujours évidemment y faire référence pour ceux qui auraient envie de creuser le sujet. Je voudrais appeler maintenant Laurent. Là, on parle de data. Quelquefois, il faut commencer avec une data très macro, puis petit à petit redescendre sur le micro. Voilà, mais quelquefois, il faut aller les chercher très loin, voilà, par des satellites. Voilà. Mais comment après traiter ces données qui sont fondamentales? Merci Laurent de nous éclairer là-dessus. Prends un micro parce que... Bonjour à tous. Ah, vous avez besoin de micro? Ah, excusez-moi. Ah, oui. D'accord. C'est bon? Ça marche? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laurent Husson, je suis le président de la société The Climate Company. The Climate Company a une vocation tout à fait particulière qui est d'adapter les villes au changement climatique et de les adapter en contribuant à la connaissance de tous les risques climatiques qui peuvent être découverts au cœur des villes. Nous ne travaillons pas que pour les collectivités publiques, les organisations qui gèrent les villes, nous travaillons pour tous les acteurs qui font la ville, les acteurs publics, les acteurs privés, tous les acteurs qui ont un élément qui compose la ville. Donc cela peut être des acteurs qui gèrent des bâtiments, qui construisent des bâtiments, qui gèrent, sont propriétaires de toutes les infrastructures physiques qui composent une ville. Nous sommes une entreprise de recherche et de développement basée à Toulouse. Nous sommes une petite équipe de passionnés qui, depuis 5 ans, recherche et développe toutes les solutions qui permettront de favoriser
l'adaptation des villes du monde au changement climatique. On a 3 compétences tout à fait particulières et évidemment, je vais venir sur notre compétence d'intelligence artificielle, mais nos compétences principales sont tout d'abord l'utilisation des satellites. Sans les satellites, nous ne pouvons pas comprendre de manière précise le risque climatique à l'échelle planétaire. Nous ne pouvons pas, comme le disait Eric, traiter du volume, regarder de manière massive l'ensemble des risques climatiques, notamment dans le cadre d'une intelligence urbaine que nous devons transformer pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Et donc, notre première compétence est liée à l'utilisation des satellites. C'est pas qu'une compétence d'ailleurs, c'est pour toute notre équipe une passion. On est basé à Toulouse, au cœur de l'industrie aéronautique et spatiale, et on essaye d'utiliser tous les satellites disponibles dans le monde pour pouvoir récupérer toutes les données brutes qui permettent de comprendre les phénomènes climatiques de par le monde et plus particulièrement tous les phénomènes qui touchent les zones urbaines. Comme vous le savez peut-être, sur les satellites qui sont les moyens satellitaires qui sont disponibles aujourd'hui pour comprendre le climat et pour comprendre l'environnement, il y a un système tout à fait particulier qui est l'un des plus grands systèmes au monde concernant l'observation de l'environnement, qui s'appelle le système Copernicus, qui est financé par nos impôts, qui est un système européen qui exploite des satellites qui s'appellent les satellites Sentinelle, qui sont des satellites optiques, radars, altimétriques, qui observent l'atmosphère, donc des satellites qui, à une orbite basse, permettent de récupérer toute la connaissance que l'on peut avoir du climat, de l'environnement, à travers l'observation de l'atmosphère, à travers l'observation optique et radar de tous les objets qui peuvent composer une zone urbaine, et puis d'observer également des phénomènes tout à fait particuliers, par exemple des phénomènes altimétriques. Vous savez qu'à partir d'altimètres, on arrive à mesurer et à évaluer, par exemple, la hauteur des vagues, le niveau de profondeur des fleuves ou des lacs, etc. Donc, à partir des systèmes satellitaires, on arrive à comprendre tous les phénomènes qui vont composer le risque climatique. Ça, c'est notre première compétence. C'est une compétence qui est liée à la compréhension des technologies satellitaires, à l'exploitation des données brutes et à la manière dont on va pouvoir ensuite transformer ces données. Notre deuxième compétence, elle est évidemment transverse à notre activité, c'est une compétence climatique. Une partie de notre équipe est issue de l'École nationale de la météorologie. Et dans cette compétence climatique, nous avons un regard tout à fait particulier, nous, et une compétence, une expertise sur le climat urbain, en fait, sur l'ensemble des phénomènes qui font que le climat évolue d'une manière particulière au cœur des villes. Donc des modèles ont été développés par Météo France, notamment par le CNRM, le Centre national de recherche et de météorologie et d'observation du climat, qui est une compétence croisée entre Météo France et puis le CNRS. Et à partir d'un certain nombre de modèles, on arrive à comprendre et à mieux visualiser le climat urbain, la manière dont le climat évolue au cœur des villes. Donc ça, c'est une compétence particulière chez nous également. Et la troisième compétence, et on va en venir à l'intelligence artificielle, c'est évidemment la compétence de, récupérer l'ensemble des données dont je viens de parler, venant des satellites, venant du traitement de l'observation du climat par des modèles climatiques spécifiques, et de traiter, de transformer ces données pour pouvoir ensuite les comprendre et les exploiter. Donc on a une compétence tout à fait particulière de statistique profonde et d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de récupérer l'ensemble de ces données en grand volume pour pouvoir ensuite les transformer en indicateurs, en points de repère sur le niveau d'exposition au risque climatique de tout espace urbain sur la planète. Donc en fait, on travaille sur l'ensemble des risques hydrologiques, les risques de chaleur, l'ensemble des risques climatiques qui peuvent avoir un impact sur les villes. Voilà. Et ce travail-là,
On le fait de la manière suivante, avec une espèce de chaîne de fonctionnement tout à fait à la fois simple, extrêmement complexe. On a passé plus de 5 ans de recherche et développement pour avoir les algorithmes puissants qui permettent de produire les indicateurs que je vais évoquer dans quelques secondes. On récupère les données brutes venant des satellites. On récupère également tous les modèles d'analyse, de réanalyse qui ont été conçus, mis en place à partir de ces données satellitaires, croisées avec toutes les données in situ que l'on peut récupérer pour comprendre le climat. Et à partir d'algorithmes que l'on a conçus entièrement, on fait ce qu'on appelle du downscaling, de la réduction d'échelle. On fait en sorte d'être à la fois à l'échelle de la ville, d'accord, à l'échelle de chaque quartier de la ville, à l'échelle de chaque immeuble, de chaque bâtiment, de chaque objet physique de la ville. Pour une raison évidemment très simple, c'est que si on veut adapter une ville au changement climatique, on ne peut pas prendre en compte uniquement le risque climatique à l'échelle de la ville globalement. On est obligé de prendre en compte le risque climatique à l'échelle de chaque quartier, à l'échelle de chaque objet physique, parce que le risque n'est pas le même. Le risque hydrologique, le risque de chaleur, tous les phénomènes en fait liés aux enjeux climatiques font que si vous voulez adapter une ville dans le futur à tous les risques climatiques que l'on va connaître, il va falloir adapter chaque quartier, il va falloir transformer les immeubles, il va falloir transformer les ponts, il va falloir transformer tous les objets physiques. Voilà. On est 3 entreprises dans le monde à travailler vraiment sur ce sujet avec des algorithmes très puissants qui sont de pouvoir évaluer, on évalue à peu près 15 risques climatiques, d'évaluer ces 15 risques climatiques à une échelle qui est de 10 à 100 mètres, à 300 mètres, etc. Et qui fait que une fois qu'on a évalué et diagnostiqué ces risques climatiques à micro-échelle urbaine, c'est ça la bonne expression, d'accord, eh bien, on peut derrière mettre en place et contribuer aux stratégies d'adaptation. Si vous voulez végétaliser, si vous voulez protéger des immeubles, etc., vous devez connaître les risques à micro-échelle urbaine. Donc, il y a une nécessité d'échelle, donc de réduction d'échelle, de downscaling. C'est ce qui fait la spécificité de notre entreprise à travers nos algorithmes et à travers nos compétences, notamment satellitaires. Et il y a un enjeu d'échelle, comme le disait Eric, qui est que combien y a-t-il de villes dans le monde ? Plus d'1 million de villes. Combien y a-t-il de villes impactées directement par le risque climatique aujourd'hui ? 1692. On a fait une étude sur ces 1692 villes, d'accord ? Les villes, c'est 3% de la surface du globe. C'est 66% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus de 70%, c'était dit hier, de la population mondiale en 2050. D'accord ? Si on n'adapte pas les villes au changement climatique, d'accord, on ne résoudra absolument rien des problèmes qui sont les nôtres. Les villes sont à la fois les premières victimes et les premières responsables du changement climatique. On doit les adapter de manière tout à fait concrète. Pour les adapter de manière concrète, on doit pouvoir avoir des outils qui font qu'on a les bonnes données, on fait le bon diagnostic et on le fait à grande échelle, comme le soulignait Eric, parce qu'on n'adaptera pas le monde au changement climatique en transformant 1, 2 ou 10 villes au changement climatique. On doit adapter des centaines, des milliers de villes, on doit adapter des centaines, des milliers d'acteurs privés qui font la ville, d'accord, parmi nos principaux clients, depuis qu'on a la chance d'avoir des clients, on développe l'entreprise depuis 5 ans, on a des clients depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Qui sont-ils ? On travaille à la fois pour les banques, pour les assureurs, pour en fait tous les gestionnaires d'actifs immobiliers, donc tous les acteurs qui sont propriétaires de centaines de milliers d'immeubles, voilà, et qui prennent les décisions clés sur l'avenir de leurs immeubles. Et donc ces décisions clés, elles ont ensuite un impact direct sur nous. D'accord, sur le fait qu'on puisse vivre correctement ou pas correctement le risque climatique au cœur des villes. On a ensuite dans nos clients, évidemment, toutes les grandes organisations. Alors, c'est notre cible, notre objectif, on ne les a pas comme clients depuis très longtemps et on teste et on expérimente. Les grandes organisations qui gèrent des actifs, des organisations, des actifs physiques
au cœur des zones urbaines. Pour prendre un exemple, on a fait 2 expériences ces derniers temps. Une expérience avec la direction de l'immobilier de l'État. Vous savez que l'État français détient 190 000 immeubles en propre. Eh bien, il va falloir adapter, transformer ces 190 000 immeubles en fonction des enjeux climatiques à venir. On travaille également pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui se pose la question de l'avenir de l'ensemble des actifs physiques de ce ministère, notamment l'ensemble de nos ambassades dans le monde. Comment doivent-elles être gérées, transformées, réadaptées en fonction des évolutions du climat. Donc ça, c'est un autre type d'organisation. Et on travaille bien entendu pour les villes, pour les collectivités. On a créé en fait plusieurs produits extrêmement simples à comprendre. Un indicateur, vous regarderez sur notre plateforme, et puis je vous ai laissé des petites brochures de The Climate Company ici sur le petit bloc noir. D'accord ? On a créé d'abord un indicateur de référence qui va faire référence à l'échelle mondiale, qui s'appelle U6, Urban Climate Index. D'accord ? Cet indicateur permet de calculer l'exposition au risque climatique de n'importe quel objet physique dans le monde, dans les zones urbaines. Il faut 3 secondes. D'accord ? Vous mettez votre adresse sur la plateforme MyClimate, d'accord ? Et le système vous produit immédiatement une notation, un point de repère sur le niveau d'exposition au risque climatique. On a créé ensuite un indicateur qui s'appelle le BRICS, Building Resilience Index, et qui calcule, lui, la capacité de résilience, la vulnérabilité de l'objet physique par rapport au risque. Parce qu'il peut y avoir une zone où on est très exposé au risque, mais où l'objet physique en question n'est pas vulnérable par rapport à ce risque. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Bon, et on a fait en sorte que tout cela soit totalement automatique. D'accord ? Et c'est notamment automatique et très puissant grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour nous, ce n'est pas réellement un objet, un élément intelligent, tel qu'en tout cas moi je le conçois. Ce sont des outils, c'est une boîte à outils, ce sont des outils de calcul, des moyens de calcul beaucoup plus puissants que ceux que l'on avait jusqu'à présent. Et donc dans l'intelligence artificielle, par exemple, on vient transformer des modèles pour les utiliser pour nos projections, d'accord ? On projette le risque climatique que je viens d'évoquer, on le projette sur 20 ans, d'accord ? Et on utilise l'intelligence artificielle également pour que sur l'ensemble de la télédétection spatiale, c'est-à-dire sur l'ensemble des images satellitaires que l'on utilise, la technologie, notre technologie, puisse reconnaître automatiquement n'importe quel type de bâtiment. D'accord ? Parce que le problème, c'est que si vous voulez calculer la vulnérabilité d'un bâtiment face au risque climatique, il faut que vous puissiez décomposer en fait la forme de ce bâtiment. Laurent, l'intelligence artificielle le fait. Laurent, reconnaître un bâtiment, ça veut dire quoi ? C'est savoir s'il est ancien, vieux, récent, bien isolé. Ça veut dire quoi concrètement ? Oui, reconnaître un bâtiment, c'est très simple. Ça veut dire d'abord arriver à identifier la hauteur de ce bâtiment, arriver à identifier les matériaux qui composent ce bâtiment, arriver à identifier quelle est l'orientation exacte du bâtiment, faire en sorte qu'on puisse ensuite faire le calcul du nombre de surfaces vitrées, par exemple. En fait, toutes les composantes qui peuvent avoir une influence sur le climat urbain. Donc vous allez être en possibilité de répondre aux problématiques des aménageurs en disant qu'est-ce que je dois changer dans cette zone urbaine pour pouvoir faire en sorte que le risque climatique baisse, que ce soit plus vivable et que si jamais il faut mettre ceci ou cela, on puisse faire les bons arbitrages. Alors, c'est exactement ça, avec un enjeu complexe chez nous, que tu précisais très bien tout à l'heure, c'est qu'on doit pouvoir aider, par exemple, un aménageur, des gestionnaires de copropriété, par exemple, on doit pouvoir les aider de manière massive. On ne doit pas pouvoir les aider uniquement sur 1 ou 2 immeubles. D'accord ? Et donc, il faut que nos calculs, la production de nos résultats, puissent avoir une certaine forme d'automatisation et de précision à la fois. Oui, c'est-à-dire qu'il faut à la fois la vision micro et la vision au niveau d'une poche, mettons, urbaine, de telle manière à ce que pouvoir dire, il y a tant et tant de travaux à faire, on va pouvoir mutualiser un certain nombre de travaux, pouvoir mutualiser un certain nombre d'achats, et donc rendre accessible
cette transformation qui est nécessaire du fait du risque climatique. C'est d'ailleurs ce qui est le plus intéressant pour nos clients, c'est de pouvoir hiérarchiser les priorités. Et puisque évidemment il y a des questions de coûts derrière, d'investissement, etc., et d'avoir la bonne stratégie. On est, par exemple, on est lauréat de France 2030 depuis plus d'un an. On est lauréat de France 2030 parce que c'est nous qui allons mettre à la disposition de l'État et notamment de l'ADEME, dans le cadre d'une stratégie liée à la rénovation des copropriétés. On va fournir en fait toutes les informations sur le niveau d'exposition et la vulnérabilité des copropriétés face au risque climatique pour que toute la stratégie de rénovation des copropriétés passe d'abord par une projection sur les 20 ans qui viennent en termes d'adaptation au changement climatique. Je veux juste préciser une chose. Merci. J'avais juste une question. Tu as parlé de 3 entreprises dans le monde. Oui. Vous êtes plus en avance qu'elles. Elles sont des bons challengers. Vous vous challengez mutuellement. Enfin, quel est la différence? Ouais. La différence, elle est très très simple. Nous, aujourd'hui, nous sommes une petite entreprise. On a besoin de continuer à se financer, à accélérer. D'ailleurs, on est continuellement à la recherche de partenaires financiers complémentaires pour notre développement. C'est le moment publicité. Non, en fait, c'était pour répondre à ta question. C'est qu'il y a par exemple une entreprise américaine, californienne, qui s'appelle Jupiter Intelligence, qui travaille sur des sujets équivalents aux nôtres. Voilà. Ils ne sont pas exactement sur le même marché. Ils n'ont pas trouvé toutes les astuces et toutes les solutions que l'on a pu trouver. En revanche, ils ont déjà levé peut-être 50 ou 100 millions de dollars pour pouvoir continuer à avancer. Ils vous ont pas racheté encore. Ils vous ont pas racheté encore. Ils ne nous rachèteront pas. Nous, on est d'abord une société à impact. On est une société de passionnés. Ce qu'on veut, c'est rester à Toulouse, continuer à valoriser toutes les compétences et le savoir-faire qu'il y a dans cette magnifique ville rose, pour ceux qui ne la connaissent pas. Des compétences satellitaires, des compétences liées au climat. Vous savez que le principal pôle européen lié au climat est évidemment à Toulouse, c'est Météopole, que le principal pôle lié aux technologies spatiales et à l'environnement, c'est à Toulouse, et que c'est à Toulouse que les premiers centres de recherche et de développement ont inventé, il y a plus de 40 ans, l'ensemble des charges utiles, des instruments qui permettent d'observer le climat aujourd'hui. Donc nous, notre cœur, notre attachement, c'est d'essayer d'avoir de l'impact, d'essayer d'avoir une vocation utile. Il y avait Xavier hier, je pense, qui parlait de quel est l'objectif. Évidemment, notre objectif n'est pas de nourrir des réglementations, des documentations liées aux indicateurs que l'on va produire. Notre seul objectif est d'essayer de transformer, avec vous tous, la planète pour qu'elle soit réellement adaptée au changement climatique en parlant et en se focalisant sur les villes. Je voulais juste, Eric, attends. Non, c'est parce qu'autrement, je ne suis pas complet, je m'excuse, je suis un petit peu long. On fait une projection sur 20 ans du risque climatique pour une raison qui est fondamentale, qu'on doit tous avoir en tête. Dans les 20 ans qui viennent, d'accord, compte tenu de l'inertie des émissions de carbone dans l'atmosphère, il n'y aura pas d'impact sur nos efforts de réduction des émissions, d'accord ? L'impact, il sera à partir de 2050. Bon, et avec tous les enjeux compliqués, politiques et autres, liés aux émissions, on en a parlé assez longuement. Donc, l'enjeu, c'est l'adaptation. Et donc, l'enjeu, c'est l'adaptation. Et l'enjeu, c'est l'adaptation, donc, dans les 20 ans qui viennent, dans cette période où il y a une inertie et où on peut moins facilement travailler sur l'atténuation. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc un petit duo maintenant. Léa et Arthur. Je vous en prie. Je commence. Léa Sapin, moi je travaille chez Elan, qui est un cabinet de conseil en développement durable qui travaille principalement pour le secteur de l'immobilier et qui a cette spécificité de maîtriser en propre l'ensemble des expertises nécessaires à la transition de ce secteur. Donc l'économie circulaire, la biodiversité, l'énergie, le carbone, l'adaptation au changement climatique. Et moi, chez Elan, j'ai le plaisir d'accompagner nos clients sur des sujets de stratégie environnementale et de stratégie à impact, et notamment quand il s'agit de développer des nouveaux business models pour des objets bâtimentaires, dont les data centers. Spoiler alert.
Bonjour à tous. Donc pour ma part, Arthur Pasquier, j'ai 2 casquettes. La première, c'est de travailler à la holding du groupe Bouygues. Vous reconnaissez le petit logo sur la slide. Je pilote la stratégie climat pour le compte du groupe. Et la deuxième casquette, c'est de piloter un projet d'entrepreneuriat qui s'appelle Regeneo, et dont on pourra vous parler plutôt en fin de prise de parole. Donc vous l'avez compris, je reprends ma première casquette plutôt Bouygues et le lien, le contexte avec la stratégie climat du groupe. Ce qu'on pousse au niveau de la holding, c'est pas tant une RSE gratte-papier où on complète des reporting, c'est d'accompagner finalement la transformation de nos savoir-faire, des produits qui sont délivrés par le groupe Bouygues, et donc de travailler avec l'appui d'Elan auprès de nos clients, très en amont sur des concept building, pour faire en sorte que, quelque part, la trajectoire, in fine, puisse aller dans le bon sens. Et donc, on voulait vous parler, en voyant le titre de la conférence, d'un produit chez Bouygues qui est quand même en pleine expansion, le data center. Parce qu'on parle beaucoup d'IA, on parle un peu moins, en tout cas j'étais pas là hier, navré, mais des infrastructures sous-jacentes qu'il peut y avoir aussi derrière l'IA, pardon. Et donc on a un vrai enjeu, pas que carbone, vous le savez bien, sur ce type d'infrastructure. Donc on a développé avec les équipes d'Elan des clients et des équipes de Bouygues Construction qui sont dans l'opérationnel, un concept building où on a remis à plat la manière de penser le data center, de le concevoir, en challengeant aussi nos clients, en challengeant la demande, parce qu'on estime chez Bouygues que c'est notre rôle finalement en tant qu'entreprise de service aussi de pouvoir fixer des limites et reconfigurer les cahiers des charges de nos clients. Alors évidemment, je termine avec ça avant de te laisser la parole, Léa. Au-delà de ce qu'on a pu faire en termes d'éco-conception, ça nécessite, et toute la transformation de Bouygues, de nos clients et de nos sociétés passera par aussi une transformation du modèle d'affaires. Et donc on est même allé jusqu'à questionner le besoin, la manière dont se rémunéraient nos clients, la manière dont se rémunérait Bouygues. Et donc l'idée, c'est de vous dévoiler en grande partie toutes les solutions qui ont été proposées dans le cadre de ce concept building. Voilà. Deuxième spoiler alerte. Du coup, je veux bien la slide suivante. Je sais pas si... Ouais, trop bien, merci. Donc pourquoi s'intéresser au data center ? C'est assez facile, hein. Le data center, c'est la boîte qui contient la data. Et le numérique mondial, aujourd'hui, c'est autant d'émissions que le transport aérien, soit 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, parce que comme le montre la slide suivante, la consommation les comportements numériques dans les prochaines années, la croissance des usages associés au numérique, vont faire grimper la consommation énergétique des data centers en raison des besoins notamment de performance associés à tous nos usages. Et un problème n'allant jamais seul, la problématique avec les data centers, c'est qu'en plus de consommer, comme toute infrastructure, beaucoup de carbone et de consommer beaucoup d'énergie et d'émettre beaucoup de carbone, ils ont cette problématique que c'est pas des objets très sympathiques sur les territoires. Ils génèrent pas mal de nuisances, du bruit, de la chaleur, de l'électro-intensivité, des pressions sur les ressources naturelles. Et pourtant, comme je l'ai dit, ils font déjà largement partie de notre paysage urbain. Ils vont en faire partie de plus en plus dans les années à venir parce que tous nos usages, y compris le téléphone que j'ai dans la main, l'écran qui est devant moi, celui que vous voyez derrière, tout ça, c'est lié aussi à la présence, ça nécessite la présence de data centers pour fonctionner. Donc comme il faut faire avec, on s'est pris à rêver, avec un certain nombre de nos partenaires, à des data centers qui pourraient contribuer au recyclage de foncier industriel désaffectés en bord des centres-villes. On s'est pris à rêver de data centers qu'on installerait dans les sous-sols pour en récupérer la chaleur fatale et alimenter le chauffage d'appartements. On s'est pris à rêver de data centers plus généralement générateurs d'énergie, générateurs d'emplois, qui s'intègrent dans un écosystème de biodiversité pour lutter contre les effets de chaleur urbains. Bref, on s'est dit qu'on pouvait faire des data centers qui, au-delà du simple bâtiment, pouvaient avoir des usages attractifs et séducteurs pour les territoires. Du coup, non, celle d'avant. Merci. Du coup, on a réuni un ensemble de partenaires autour de ce projet-là et on a identifié ensemble qu'il existait plusieurs leviers de réduction significatifs des impacts négatifs du data center.
et des leviers sur lesquels on peut agir facilement et simultanément. Donc le premier d'entre eux, c'est la consommation énergétique du data center. Le second, c'est sa consommation en eau. Le troisième, c'est la place que le data center peut laisser à la biodiversité, notamment pour lutter contre les effets de chaleur urbains. Ensuite, évidemment, c'est le poids carbone du data center sur le plan bâtimentaire, mais aussi sur le plan matériel. Et puis ça, c'est des choses qu'on entend moins fréquemment, mais les deux questions suivantes, c'est d'abord celle de l'usage et de la capacité d'un data center à proposer des usages mutualisés à l'échelle d'un territoire. Et le dernier point, c'est la résilience du bâtiment. Résilience climatique d'abord parce que les data centers, comme tous les autres, seront des objets bâtimentaires exposés aux différents aléas climatiques et qu'il faut le penser très tôt si on veut penser leur durabilité. Et puis résilient aussi dans leur utilisation dans le temps et dans leur capacité à embarquer les utilisateurs finaux, c'est-à-dire nous avec tous nos petits téléphones, dans notre capacité à réduire notre consommation de data et à adapter nos usages numériques aux évolutions à venir et à cette nécessité de réduire l'empreinte carbone de ces usages numériques et donc par effet rebond, l'empreinte carbone des data centers en tant qu'objet. Donc le concept que nous avons imaginé, il repose sur l'ensemble de ces piliers et il se concrétise dans un cahier des charges de conception dont je vous épargne les détails parce que c'est très long et très technique, mais c'est un concept qu'on a comparé à un data center type. C'est là que j'ai besoin de mes notes parce qu'il y a pas mal de chiffres. Donc un data center type d'une puissance IT de 30 mégawattheures, qui fonctionne 365 jours par an, 24 heures par jour. Et donc, on a interrogé de manière simultanée l'ensemble de ces piliers, énergie, eau, biodiversité, carbone, usage et résilience climatique. Et en fait, là, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que c'est assez simple d'agir simultanément sur ces piliers en variantant des principes de conception, des choix de matériaux et des approches d'exploitation qui vont nous permettre d'obtenir une réduction carbone, un gain carbone très rapidement, sans besoin d'une R&D de fou, sans besoin de réinventer le data center en tant que tel. Concrètement, sur la partie bâtimentaire, donc je me concentre dans mon propos uniquement sur la partie bâtimentaire, notre concept, il permet d'économiser 466 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher par rapport à un data center classique. Ça veut dire quoi 466 ? Ça veut dire la moitié d'un trajet, du poids carbone d'un trajet entre Paris et New York par mètre carré. C'est considérable. Pour vous donner peut-être un point de comparaison qui est sur un objet bâtimentaire différent mais proche, qui est celui d'un bâtiment logistique, si on prend le bâtiment logistique qui a été reconnu aujourd'hui comme le plus performant en France sur le plan du carbone, ce bâtiment logistique il permet d'économiser 90 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher. Nous, juste sur le bâtiment, on est arrivé à 466. Tout ça, vraiment, je vous dis, avec des éléments de variables qui sont très simples. Le premier d'entre eux, c'est les câbles. Il y a énormément de câbles dans un data center. Vous variantez tous les câbles en câbles de réemploi. Vous avez déjà diminué de moitié le poids. Pourquoi ? Parce que quand on fait une ACV d'un bâtiment, donc une analyse carbone d'un bâtiment, le réemploi, ça pèse 0 dans les modes de calcul actuels. Et que c'est très facile sur le câble, parce que la ressource de câble de réemploi, elle est très importante aujourd'hui, et c'est des filières qui sont matures et disponibles. Donc ça, c'est possible. Il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut faire, et qui sont significativement impactantes, et franchement, pas difficiles. Vas-y. Peut-être aussi deux autres exemples et qui changent aussi notre manière de faire et de penser, ou l'inverse. On s'est permis aussi de remettre en question avec le client qui a bien voulu le faire. C'est la suite, il m'a volé ma phrase. Ah, pardon. Non, mais de re-questionner aussi le foncier finalement. Est-ce qu'un data center a besoin d'être sur une zone non bâtie ? Est-ce qu'on ne peut pas l'installer dans des immeubles et des espaces qui sont sous-occupés ou inoccupés ? Alors aujourd'hui, les techniques, le modèle économique, pareil, n'était pas adapté, mais c'est des questions qu'on a réussi à soulever lors de ce travail de 6 mois. Et le deuxième point, si on va au-delà du bâti, c'est de questionner aussi l'usage finalement, parce que quelque part, construire des data centers aussi efficients soit-il, dans des usages qui font une croissance fois je ne sais combien par mois ou par année, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois.
Donc, on a beau avoir un travail d'éco-conception très fin, on s'est aussi posé la question avec le client de dire est-ce qu'on a toujours besoin de la même qualité de service pour tous les data centers? Est-ce que demain, on ne doit pas aussi faire émerger des offres où quelque part, on a des data centers qui sont peut-être plus sobres, peut-être un peu moins redondants, avec des données qui nécessitent un peu moins de sécurité et qui servent aussi éventuellement moins cher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à développer de ce côté-là? Concrètement, sur cette partie-là, qui est pour moi essentielle, parce qu'en fait, on peut imaginer le bâtiment le plus performant possible. On peut faire les choix de matériaux et de solutions techniques les plus performantes possibles. La variable, la seule qui fera que vraiment les data centers auront un impact carbone moins impactant, c'est nos usages à nous. Donc c'était hyper important d'embarquer nos clients dans une réflexion vis-à-vis de leurs propres clients. Et donc on a rédigé un cahier des charges à destination des clients du data center pour les accompagner sur une modulation de leur consommation de data. Et on a réfléchi à des modes de facturation incitatifs pour les clients de notre client et de leur dire si vous avez une activité numérique sur laquelle vous êtes capable, en faisant de la pédagogie, en accompagnant, en choisissant des solutions de stockage, des solutions de génération de textes et d'images, etc., qui soient moins consommatrices de data, si avec ça vous arrivez à réduire la consommation, enfin votre propre consommation dans le data center, et vous paierez votre location de stockage moins cher que les autres. Donc ça, c'était hyper nouveau comme discussion. C'était assez challengeant. J'ai essayé même de les pousser jusqu'à et si vous faisiez un data center sélectif, où du coup ce soit vous qui soyez même proactif vis-à-vis de vos clients en vous disant je vous permets de prendre de l'espace de stockage dans mon data center uniquement si vous vous engagez. Bon là c'était un peu trop, ils n'étaient pas prêts. Choisir ses clients, ça fait beaucoup quand même. Et peut-être pour conclure, parce que je vois que tout le monde a un peu faim, et il nous reste quelques secondes. L'idée finalement aussi, c'était, il n'y a pas une solution miracle, et je vous invite à vous rapprocher de Léa si jamais vous voulez concevoir des data centers plus robustes et plus résilients. Mais c'était vraiment de remettre un peu en cause l'approche et le cahier des charges. On voit qu'on est aussi sorti en fait de cet appel d'offres un peu traditionnel, un peu verrouillé. On voit bien qu'on passe quand même dans une stratégie plus de coalition que de compétition quand on veut travailler intelligemment sur ces sujets-là. Ce qu'on a aussi proposé, je terminerai avec ça, ça fait le lien avec ce qu'on réalise chez Regeno, donc ma deuxième casquette, c'est de dire à des acteurs du data center, et d'ailleurs pas que ça ne suffira pas de réduire ses impacts, nos impacts ou les impacts de ses clients. Il faut aussi que chaque acteur économique qui vient s'implanter sur un territoire puisse apporter un impact positif, régénérer les écosystèmes dont en plus elles dépendent. Donc on a cette approche qui s'appelle Regeneo, où on a demandé au data center, alors sans être dans une démarche de compensation un pour un qui doit être bannie, mais en tout cas pour aussi favoriser son acceptabilité sur le territoire, de régénérer des écosystèmes forestiers, des écosystèmes agricoles à proximité pour renforcer son ancrage sur le territoire. Donc voilà, c'est des choses qu'on réalise aussi chez Bouygues, qu'on essaye de systématiser sur nos projets. On travaille notamment, on connaît bien chez vous la coopérative de La Rochelle qui est dans cette approche aussi. Donc voilà, c'est tous ces petites solutions mises bout à bout qui nous ont permis d'arriver à ce data center, je ne vais pas dire du futur, mais en tout cas une dernière question. Vous, le groupe Bouygues, ce n'est pas que le bâtiment. Je crois qu'il y a aussi de la téléphonie. Et par rapport au data center, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Je reprends ma casquette stratégie climat Bouygues et tout ça reste entre nous et entre les gens qui verront le replay sur LinkedIn. Le modèle d'affaires aujourd'hui le plus compliqué à faire changer dans toutes les activités qu'on a chez Bouygues, c'est plutôt la partie télécom, parce qu'on est face justement à une croissance des usages et une injonction un peu contradictoire entre je dois décarboner mon activité et j'ai des usages qui explosent. Donc oui, il y a des travaux qui sont menés sur les data centers. Il y a des travaux en cours sur la partie adaptation au changement climatique du réseau, forcément, pour anticiper les risques. Mais sur la partie décarbonation, il y a un vrai enjeu aussi d'aller chercher les clients, de faire la promotion de la sobriété numérique. Et donc de travailler sur les usages. Et donc de travailler sur les usages, forcément. Merci beaucoup.